Adeptes de la grande toile, bonjour! La dernière fois, on vous a parlé d'une adaptation de bande dessinée réussie avec le Snowpiercer de Bong Joon-ho, d'après la BD de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Aujourd'hui, on va parler d'une adaptation beaucoup plus problématique. Un film qui depuis sa sortie en 2009 n'a cessé de diviser les fans de comic books. Je veux bien sûr parler de X-Men Origins ou Wolverine. Non, là je déconne, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. On va plutôt parler du Watchmen de Zack Snyder. Bon, ceux qui nous suivent régulièrement savent qu'entre Zack Snyder et nous, c'est pas vraiment le grand amour. Mais promis, le but ici n'est pas de se lancer dans une longue diatribe contre le réalisateur du Royaume de Gaoul. D'autant plus qu'on avait déjà consacré un long podcast à sa filmographie. Là, on va plutôt s'intéresser au travail d'adaptation effectué par Zack Snyder et ses scénaristes David Hayter et Alex Tse, et en particulier au changement le plus flagrant qu'ils ont fait subir à l'histoire d'Alan Moore. En gros, on va essayer de répondre à la question suivante, c'était quoi le problème avec ce putain de poulpe? Oh no, Adrian! Looks like the Reds are polluting the city lake! What do we do? We call the Watchmen! Strong together, united forever, they're the best of friends. But when trouble's about, you'd best watch out for the Watchmen! Mais avant de commencer, on va peut-être rappeler un peu l'histoire de Watchmen telle que racontée par Alan Moore et Dave Gibbons entre 1986 et 1987. Attention pour ceux qui n'ont pas lu la BD ni vu le film, ça va spoiler sévère. L'action de Watchmen se situe donc en 1985 dans une réalité alternative où les tensions de la guerre froide sont à leur paroxysme et où les États-Unis et l'URSS sont au bord de l'apocalypse nucléaire. Dans cette réalité, les super-héros existent et ont combattu le crime depuis les années 50 jusqu'en 1977, date à laquelle le gouvernement leur a interdit toute activité super-héroïque. L'histoire débute donc lorsque Rorschach, un héros masqué qui continue à traquer les criminels au mépris de la loi, enquête sur le meurtre d'un autre super-héros, le Comédien. Avec l'aide d'autres anciens justiciers comme le Hibou, le Spectre Soyeux et Dr Manhattan, il découvre que le meurtrier du Comédien n'est autre que Adrian Veidt, alias Ozymandias, lui aussi super-héros à la retraite. Lorsque le groupe confronte Ozymandias, celui-ci leur explique que le Comédien risquait de révéler le complot qu'il avait mis en place et qui consistait à créer une gigantesque créature monstrueuse et à la téléporter au beau milieu de New York, tuant à la fois la créature et des millions de New-Yorkais. Pour Ozymandias, si l'humanité se retrouvait confrontée à une potentielle menace venue d'une autre dimension, elle n'aurait d'autre choix que de s'unir pour faire face à ce mystérieux ennemi, mettant ainsi fin à la guerre froide et ouvrant une nouvelle ère de paix. Mais lorsque Rorschach, le Hibou, le Spectre Soyeux et Dr Manhattan découvrent le projet d'Ozymandias, il est déjà trop tard. Celui-ci a déjà mis son plan à exécution et il a fonctionné. Les héros doivent alors décider s'ils révèlent le crime d'Ozymandias au risque de mettre en péril la nouvelle paix mondiale, ou au contraire s'ils veulent garder le secret pour mettre fin à la guerre froide. Alors que Rorschach refuse tout compromis et entend bien dénoncer Ozymandias, les autres préfèrent garder le secret. L'histoire se termine donc avec le meurtre de Rorschach par Dr Manhattan et l'instauration de la paix mondiale, Alan Moore laissant à chaque lecteur le soin de faire un choix sur la moralité de cette situation. Dans le scénario du film, l'histoire se déroule à peu près de la même façon. Le seul changement majeur tient à la menace qui est censée unir l'humanité. Au lieu de concevoir une créature monstrueuse, Ozymandias y manipule Dr Manhattan pour l'éloigner de l'humanité. C'est d'ailleurs également le cas dans le comics. Puis, il simule une attaque du Docteur contre plusieurs villes du monde, dont New York, ce qui aurait le même effet que dans la BD. Cette décision n'est pas vraiment une surprise. Depuis sa publication, de nombreux lecteurs ont été perplexes devant l'arrivée soudaine de la créature d'Ozymandias dans le récit de Watchmen. Et de prime abord, c'est parfaitement compréhensible. L'univers de Watchmen se veut extrêmement réaliste. Le contexte politique s'inspire de faits réels, et on y croise des figures historiques comme le président Richard Nixon ou son conseiller Henry Kissinger. À l'exception du Dr Manhattan, les super-héros n'ont pas de super-pouvoirs. Et même les dons du Docteur sont expliqués par une expérience scientifique ayant mal tourné. Son existence obéit donc à des lois physiques vraisemblables et cohérentes avec l'univers réaliste déployé par Alan Moore et Dave Gibbons. A l'inverse, le poulpe semble surgir de nulle part. Même si Alan Moore laisse traîner tout au long de la série quelques indices sur les artistes et scientifiques qu'Ozymandias a enlevés pour concevoir sa créature, beaucoup de lecteurs y ont vu un élément surnaturel qui tranchait avec le réalisme du reste de l'histoire. Comme il explique dans une interview, c'est également l'avis du scénariste David Hayter lorsqu'il écrit une première version de son scénario en 2001. Malgré les possibilités infinies qu'offre le cinéma, je crois qu'il faut être très prudent sur le nombre d'éléments magiques dans un film. Le problème avec le poulpe, c'est qu'on a déjà Dr Manhattan, qui était l'élément magique de l'histoire. Et soudain, à la fin, on a le poulpe qui débarque d'une autre dimension et qui sème la destruction à coups d'ondes psychiques. Il aurait fallu énormément de mise en place pour justifier cette apparition,
Donc il est devenu évident que si on utilisait Dr Manhattan, eh bien la mise en place était déjà faite. C'était déjà une forme de puissance. Et il est déjà une menace extérieure qui a plongé le monde dans le chaos, qui a changé le cours de l'histoire. Au final, ça semblait cohérent. C'est donc la fin sans le poulpe et avec Dr Manhattan qui sera conservé lorsque Warner Bros relancera le projet en 2005 et que Zack Snyder et Alex Tse s'inspireront du scénario de David Hayter pour produire le film sorti en 2009. It was me. I did this. À première vue, l'intention est louable. Il s'agit de rendre le récit plus cohérent pour éviter que l'arrivée du poulpe ne mette en danger l'interruption volontaire d'incrédulité du public. Vous savez, ce mécanisme par lequel les spectateurs acceptent de croire que ce qu'on leur raconte est vrai. Le problème, c'est que ce changement implique une trahison profonde de l'œuvre d'Alan Moore. Je m'explique. En surface, Watchmen est une critique acerbe des super-héros traditionnels. Alan Moore, you wrote my favorite issues of Radioactive Man. Oh, really? So you like that I made your favourite superhero a heroin-addicted jazz critic who's not radioactive? I don't read the words, I just like when he punches people. D'ailleurs, Alan Moore voulait au départ utiliser les super-héros existants tirés des Charlton Comics, un éditeur que DC avait racheté en 1983. Mais DC a vite réalisé que l'histoire de Watchmen serait difficilement compatible avec une utilisation future de ces héros, et a donc refusé. Alan Moore a donc été obligé de créer de nouveaux personnages qui sont néanmoins des caricatures assez évidentes des personnages Charlton Comics. Pour Rorschach, Alan Moore s'est donc inspiré de la question et en a fait un psychopathe paranoïaque d'extrême droite qui n'hésite pas à torturer et à tuer les délinquants. Dr Manhattan est un capitaine atome tellement puissant qu'il en arrive à se désintéresser du sort de simples mortels. Le comédien est une sorte de peacemaker corrompu qui exécute les basses œuvres du gouvernement américain. Inspiré par le personnage de Thunderbolt, Ozymandias est un génie qui accepte le sacrifice froid et calculateur de millions de personnes pour établir la paix mondiale. Le hibou est une version de Blue Beetle indécise et sans véritable principe. Enfin, le spectre soyeux est une référence à Nightshade, à ceci près que la version d'Alan Moore est complètement écrasée par la personnalité de sa mère. Lors de sa parution dans les années 80, Watchmen est donc apparu comme une violente confrontation entre l'univers idéalisé des super-héros et une réalité bien moins reluisante. Comme si Alan Moore disait à ses lecteurs « Comment pouvez-vous croire à ces histoires de super-héros parfaits et bienveillants qui sauvent le monde, alors que la guerre froide bat son plein, que les inégalités se multiplient, que le fascisme revient un peu partout ?» Watchmen also grew out of the politically shadowy landscape of the 1980s, when the Cold War was probably at its hottest in 20 or 30 years, and when nuclear destruction suddenly seemed a very real possibility. Watchmen used the cliches of the superhero format to try and discuss notions of power and responsibility in an increasingly complex world. En cela, Watchmen se rapproche d'œuvres similaires comme le Dark Knight Returns de Frank Miller, qui ont contribué à la même époque à déconstruire les récits de super-héros pour proposer une version empreinte de questions philosophiques, politiques et morales. Cela dit, il ne faut pas croire qu'Alan Moore nous incite à faire primer la réalité sur l'imaginaire, les faits sur l'histoire ou le politique sur le poétique. Toute la carrière d'Alan Moore est d'ailleurs basée sur le principe inverse. Dans V pour Vendetta, la force du personnage de V ne vient pas de ses aptitudes physiques ou intellectuelles, mais de sa capacité à devenir un symbole, un mythe, une fiction qui va avoir un effet bien concret sur la réalité. Dans From Hell, il met en scène une version de Jack l'Éventreur qu'il sait parfaitement être factuellement fausse, mais qui permet selon lui de comprendre le contexte économique, social et psychologique qui a pu mener à de tels crimes. Dans Lost Girls, l'imaginaire sexuel le plus débridé apparaît comme le dernier lieu de résistance à la réalité de la Première Guerre mondiale. Quant à Promethea, la série a pour but explicite de proclamer la suprématie de l'imaginaire sur toute forme de réalité. Et lorsqu'Alan Moore déclare lui-même être un magicien, ce qu'il veut dire, c'est que pour lui, il est possible d'utiliser des symboles, des mythes, des histoires pour avoir un impact sur le réel. Magic, in its earliest form, is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture, or any other form, is literally magic. Pour revenir à Watchmen, c'est dans cette logique qu'il faut comprendre le monstre créé par Ozymandias. Avec sa forme de poulpe géant, c'est une référence presque explicite aux horreurs extradimensionnelles créées par Lovecraft dans le cadre du mythe de Cthulhu. Dans la logique d'Alan Moore, la créature réussit à rallier l'ensemble des peuples précisément parce qu'elle ne semble pas pouvoir être réelle. Avec cette apparence, elle incarne une menace mythique issue du plus profond de la psyché humaine. À ce titre,
jamais aucune analyse scientifique, jamais aucune rationalisation de la menace ne permettra à l'humanité de dépasser la peur engendrée par la créature. Dès lors, à condition que le secret ne soit jamais révélé, l'humanité vivra toujours dans la peur d'un retour d'une créature similaire et restera unie. A l'inverse, dans le film, le Dr Manhattan apparaît comme une menace réaliste. Ses pouvoirs sont connus du gouvernement américain qui l'a étudié sous toutes les coutures pendant des décennies. Intel indicates the energy signature was generated by Dr. Manhattan. Et même en acceptant que Russes et Américains s'unissent pour trouver un moyen de se défendre contre le Dr Manhattan, on peut avoir des doutes sur la pérennité d'une telle alliance lorsque les deux blocs auront conçu une arme qu'ils savent efficace contre Manhattan. En outre, le film Watchmen suppose que l'espèce humaine ait la capacité de s'unir pour résoudre une menace sur la base de faits concrets. Et si on prend l'exemple des actions entreprises pour enrayer le changement climatique, on peut avoir d'énormes doutes sur la validité d'une telle hypothèse. Mais sur un plan fondamental, la différence profonde entre le comics et le film, c'est que le comics nous incite certes à déconstruire des récits imaginaires qui nous empêchent de voir la réalité des choses, mais dans le même temps, il nous rappelle que notre salut viendra de notre capacité à créer de nouveaux récits, qui bien qu'ils soient tout aussi faux que les premiers, nous aideront à résoudre les problèmes. A l'inverse, le film nous pousse tout simplement à rejeter l'imaginaire et à considérer les histoires comme intrinsèquement mensongères. By exposing me, you would sacrifice the peace so many died for today. Peace based on a lie. En dehors de toute considération philosophique, cette approche est dangereuse sur un plan purement artistique. En effet, le fait pour une œuvre fictionnelle de pousser le public à ne plus croire à la puissance de la fiction est une démarche autodestructrice. Alan Moore, quant à lui, évite soigneusement de tomber dans ce piège. In my work as an author, I traffic in fiction. I do not traffic in voice. Although I'll admit that the distinction is a nice one and perhaps not easy for the layman to make. Zack Snyder et ses scénaristes se retrouvent pris au piège de leur propre logique. En tentant d'adapter le plus fidèlement possible l'œuvre d'Alan Moore et Dave Gibbons, parfois à la case près, ils s'empêchent de mettre en place une alternative au monstre d'Ozymandias qui aurait néanmoins la même force évocatrice pour le public. Ils doivent donc opter pour une solution qui trahit l'esprit de l'œuvre originale. Contrairement aux comics, le film Watchmen nous invite à ne pas croire au message qu'il délivre, ce qui en fait un film fondamentalement nihiliste. On peut remarquer qu'en cela, Watchmen est cohérent avec la stratégie adoptée par DC Warner suite au succès colossal de The Dark Knight, sorti 8 mois avant Watchmen, et qui se basait déjà sur une déconstruction de la figure de Batman et sur des thématiques réalistes. Et c'est cette stratégie autodestructrice qui sera en partie responsable du naufrage de Justice League. The Dark Knight Rises laissait déjà deviner les limites de l'exercice. Of course. Mais c'est l'échec patent de l'univers partagé d'ici qui a montré qu'il est impossible de construire un panthéon de super-héros tout en questionnant leurs actions en permanence. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En attendant, je vous signale que je viens de passer un petit moment à parler de Watchmen sans dire une seule fois du mal de Snyder. Hey, c'est pas mal, non? Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire, à nous suivre sur Twitter ou Facebook, et si vous vous sentez généreux, à nous soutenir sur Tipeee. À bientôt! Didn't you read the climax to the Watchmen book? No. Heard it was pretty good, but too busy. Pity. Everyone should have read the book.